Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est bien un épisode de Demande à ta grand-mère, mais un peu spécial. J'en ai déjà parlé quelques fois, mais je fais des salons du vintage avec mon stand de vêtements et de déco. Le week-end dernier, j'étais au salon du vintage d'Agno en Alsace. Alors cette fois, je me suis dit, tiens, ça pourrait être fun de faire une animation aussi. J'ai donc fait un épisode live de Demande à ta grand-mère, une mini-conférence avec son lot de problèmes techniques et les aléas du direct. Comme on m'a placé en début de programme, il n'y avait pas encore beaucoup de monde sur le salon, alors pour rendre ça un petit peu plus fun, on a un petit peu pimpé le montage. J'aimerais beaucoup avoir des zwoosh dans la vraie vie d'ailleurs. Ça pourrait être très pratique. Je vous laisse regarder ça. Vous savez que cette couleur de rouge à lèvres existe depuis 1941 et a même été commandée par l'armée américaine parce que ça allait très bien avec la couleur de l'uniforme. Alors moi c'est Estelle et d'habitude je fais des vidéos sur YouTube. Ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai créé la chaîne YouTube Alphonsine Vintage parce que je suis une grande fan de vintage et j'adore parler de mode et d'histoire. Comme j'avais envie de partager ma passion avec un maximum de monde au lieu de juste saouler mon entourage avec ma passion, je me suis dit c'est peut-être une bonne idée de faire des vidéos. Et j'ai plusieurs émissions. La plus importante commence avec bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Aujourd'hui, c'est ma toute première conférence. D'habitude, j'ai un prompteur parce que, faut pas se mentir, l'histoire, c'est plein de dates et plein de chiffres, alors ça aide. Là, je vais tenter de vous faire ça en live, alors m'en voulez pas, mais j'ai pris quelques notes. Aujourd'hui, j'ai mis un uniforme parce que il paraît que ça donne de l'autorité et de la confiance en soi. Mais la raison principale, c'est que je fais de la reconstitution historique. Et mon truc à moi, c'est la place des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais dis donc, Jamy, c'est quoi de la reconstitution historique ? C'est une activité où des passionnés mettent des tenues d'époque et rejouent des événements historiques devant un public. Ils peuvent être gaulois, romains, grecs, du médiéval, napoléonien, 18e, Première, Seconde Guerre mondiale. En tout cas, si vous voulez vous lancer, vous avez l'embarras du choix pour les époques. Il existe aussi des événements d'ailleurs qui sont multi-époques, et là on peut voir des scènes qui sont vraiment très drôles et insolites. Par exemple, des légionnaires sur un char d'assaut, ou un soldat allemand de la Seconde Guerre mondiale qui va trinquer avec un chevalier médiéval. En tout cas, chercher sur internet, c'est vraiment super marrant à voir. Comme il y a du public, forcément il y a des questions. Moi, ce qui revient le plus souvent, c'est « Il y a vraiment des femmes dans l'armée ? Vous êtes une mascotte ? Vous êtes infirmière ? » Alors oui, il y avait des femmes dans l'armée, dans la plupart des pays. Ensuite, non, je suis pas une pin-up mascotte qu'on assoit sur le capot d'une Jeep. D'ailleurs, un petit conseil, faites pas ça en reconstite parce que ceux qui ont des vieilles voitures, en général, ils aiment pas trop quand on s'assoit sur leur capot sans leur demander avant. Et surtout, non, je suis pas infirmière. Parce que c'est vrai que la plupart des gens, dès qu'on dit femme et armée, on pense forcément aux infirmières. Mais il y a des raisons pour ça. Dans l'armée américaine, on avait l'Army Nurse Corps et l'American Red Cross pour les infirmières. Mais il y avait aussi des WAC. Dans l'armée, il y avait vraiment un truc, je crois, pour les abréviations. Bon, des fois, elles sonnent plus ou moins bien. Et vous allez en voir pas mal aujourd'hui. Donc les WAC, le Women Army Corps, c'est la branche féminine de l'US Army et elle comptait environ 150 000 membres pendant la Seconde Guerre mondiale. Les WAC, qu'est-ce qu'elles font ? Un peu plus de 100 métiers. Secrétaire, téléphoniste, photographe, journaliste, météorologue, mécanicienne, conductrice, opératrice radio, interprète, cartographe, cuisinière. Je pourrais continuer longtemps comme ça. Mon personnage de reconstite, c'est une secrétaire traductrice. Pourquoi ? Ich spreche sehr gut Deutsch, but I swear I'm not a spy for the Reich. En fait, en reconstite, on crée son personnage selon ses passions ou ses compétences. Et moi, comme je parle 3 langues, je me suis dit que traductrice, c'était une évidence. Il fallait bien libérer des postes pour envoyer des hommes au combat. Donc les femmes pouvaient rejoindre soit l'armée de terre, la marine, mais aussi l'aviation. Sur la photo que vous voyez ici, ce sont des Women's Air Service Pilots, dont l'abréviation est WASP, ce qui signifie guêpe en anglais. Je disais que l'armée avait un truc pour les abréviations.
pour un autre exemple, dans la marine, il y avait les WAVES, qui signifie vague en anglais et qui est l'acronyme de Women Accepted for Volunteer Emergency Service. J'imagine qu'il y avait un petit marrant quand ils ont choisi le nom, parce que là, celui-là, ils l'ont vraiment cherché pour que ça fasse WAVES. Je vous présente Lee Miller, photographe et mannequin pour le magazine Vogue. La photo que vous voyez ici a été prise dans la salle de bain d'Hitler, dans son appartement à Munich en 1945, par son collègue David Sherman, avec qui elle est d'ailleurs restée quelques jours dans l'appartement. Il y a une symbolique assez forte parce que vous voyez les bottes qui sont posées sur le tapis de bain, elles sont couvertes de boue qui vient du camp de concentration de Dachau qui venait d'être fraîchement libéré. Il y a un autre petit détail aussi, vous remarquerez la photo d'Hitler sur le coin de la baignoire. Mise en scène ou narcissisme du dictateur. Dernière anecdote, la photo a été prise le 30 avril 1945. C'est la date du jour du suicide d'Hitler. En Australie et au Canada, il y avait aussi des unités similaires à l'armée américaine. En Australie, il y a le Australian Women's Army Service, les AWAS. Le poster dit « Release a man, join the AWAS », donc ça veut dire « libérer un homme, rejoignez les AWAS ». Et on voit le personnage de l'homme qui remercie la femme parce qu'il peut enfin rejoindre son unité combattante. À côté, on a le Canadian Women's Army Corps. Donc là, sur ce poster-là, on a vraiment un discours d'égalité avec shoulder to shoulder, donc épaule contre épaule. Et en bas, on précise que la femme fait partie intégrante de l'armée canadienne. Donc ici, pour les abréviations, on a AWAS et Quack. Ça sonne tout de suite moins bien. Les Australiennes et Canadiennes pouvaient, en plus d'être secrétaires, cuisinières, téléphonistes, conductrices, bien sûr, infirmières. En parlant d'égalité, justement, si on parlait du Royaume-Uni. Ici, au Royaume-Uni, les femmes étaient déjà dans l'armée dès la Première Guerre mondiale. Il faut savoir qu'à cette époque, le Royaume-Uni est très en avance sur les droits de la femme et il a été notamment un des premiers pays européens à leur accorder le droit de vote en 1918. Mais ça, c'est une autre histoire. Que font les femmes britanniques dans l'armée, dont, bien sûr, la future reine Elisabeth II ? Elles peuvent rejoindre l'armée de terre, les ATS, la marine avec les Wrens et l'aviation avec les WAF. Toujours des abréviations. D'ailleurs, justement, à propos de la reine, on aurait un petit peu de mal à l'imaginer dans l'armée aujourd'hui. La sympathique vieille dame avec sa jolie collection de chapeaux colorés. Donc, je vous présente Mamie avec un fusil. Plus sérieusement, en 1944, elle a tout juste 18 ans et rejoint les ATS en tant que mécanicienne. D'ailleurs, les journaux de l'époque la surnommaient Princess Automechanic. Elle a choisi de s'engager comme tout le monde et elle ne voulait pas de traitement de faveur juste parce qu'elle fait partie de la famille royale. Et ça, je trouve, c'est vraiment tout à son honneur. Dans l'armée britannique, je disais donc qu'il y avait bien sûr des infirmières, des secrétaires, cuisinières, téléphonistes, mécaniciennes, mais pour celles qui aiment le travail d'équipe et observer le ciel, elles pouvaient aussi rejoindre une unité de défense antiaérienne. Passons maintenant à un autre pays, l'Union soviétique. L'armée rouge comptait beaucoup de femmes, 800 000. Et elles étaient bien sûr la plupart dans le domaine médical, mais donc pas la peine de vous dire quel métier elles faisaient. Il y a aussi dans les transmissions, mitrailleuses, pilotes et une tankiste ennemie. Maintenant, vous allez me dire pourquoi je dis une tankiste ennemie. Alors, je vous présente d'abord Alexandra Samusenko, seule femme tankiste officielle de l'armée rouge qui était aux commandes d'un char T-34. Mais il y avait aussi Maria Okiazbraya. Pour venger la mort de son mari qui est tombé au front, elle décide un jour de vendre tous ses biens pour acheter un char T-34 et aller déglinguer du nazi au front. Staline donne son approbation parce qu'il était relativement content d'utiliser cette petite histoire pour la propagande communiste. Son char était baptisé Fighting Girlfriend et elle a été souvent la première à percer les lignes allemandes et à faire beaucoup de dégâts. Malheureusement, elle meurt sous le feu de l'ennemi quand elle tente de réparer son char.
Elle est décorée à titre posthume de la distinction de héros de l'Union soviétique. C'est la plus haute distinction qu'il était possible d'avoir à cette époque. On pourra remarquer aussi que la Russie était très en avance sur l'égalité homme-femme. Ce qu'il faut savoir, c'est à cause du communisme et de ses valeurs anti-religieuses, mais ça, c'est aussi une autre histoire. On continue dans la collection des héros de l'Union soviétique avec Lyudmila Pavlychenko, femme sniper, connue sous le nom de Lady Death. Elle a fait 309 victimes, dont des snipers allemands. Quand elle a voulu s'engager, on lui a proposé d'être infirmière, mais vous doutez bien qu'elle a refusé. Une de ses citations les plus connues, c'est « Un Allemand mort est inoffensif ». Et si on parlait de la France ? Beaucoup sont motivés après l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Les groupes de femmes les plus connus sont le Corps des volontaires françaises, qu'on peut voir ici en photo, qui a été créé en 1940 à Londres et qui fait partie des Forces françaises de libération. Et il y avait également le groupe Rochambeau, dit les Rochambelles, créé en 1943 et rattaché à la 2e division blindée. Elles étaient ambulancières et infirmières. On parle aussi beaucoup des femmes françaises résistantes, mais assez peu de celles qui ont rejoint l'armée. Pourquoi ? Parce qu'en France, c'était assez difficile de les faire accepter. On parle souvent Rochambelle, mais le vrai nom du groupe, c'est Groupe Rochambeau. Le surnom Rochambelle, c'est les hommes qui les surnommaient comme ça, et puis c'est un petit peu, on va dire, réducteur et paternaliste. Donc ce groupe Rochambeau a été créé par une riche américaine qui a acheté une dizaine d'ambulances Dodge et qui a recruté et formé des volontaires françaises. Elle débarque en Afrique du Nord et demande à rallier la 2e division blindée du général Leclerc. Sauf que ce bon général, il a cru que c'était une blague. Il a dit OK pour les ambulances, mais pas les femmes qui vont avec. Mais après négociation, elles finissent par rejoindre la division. Dans les autres pays, que ce soit les WAC, les ATS, les WASP, on voit que tout est bien ordonné, qu'on sait qui fait quoi. Mais en France, je trouve que c'est beaucoup plus confus, donc pas étonnant que les hommes aimaient se moquer. Moi, je suis sûre qu'il y a un jour, il y en a un qui a dit que c'était aussi bien organisé qu'un sac à main. Ceci dit, aux US et au Royaume-Uni, les hommes aimaient bien se moquer et faire des petites blagues aussi. Ils n'étaient pas 100% contents que les femmes leur piquent leur place. En tout cas, le seul endroit où c'est sûr que les femmes n'auront pas pris la place des hommes, c'est dans les livres d'histoire. Sinon, les gens ne seraient pas aussi surpris de voir une femme en uniforme en reconstite. Bon, ceci dit, il y avait aussi pas mal de petites images assez mignonnes, comme là, on peut voir une carte de Saint-Valentin de WAC américaine. Et maintenant, je crois qu'on se pose tous la même question. Comment ça se passait dans les pays de l'Axe ? Dans l'armée du Troisième Reich, il y avait beaucoup de place pour les femmes, mine de rien. On les appelait les Helferinnen et elles pouvaient être dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air ou dans la marine. Elles pouvaient être secrétaires, comptables, interprètes, employées de labo. En tout cas, il y en avait 500 000 dans la Wehrmacht. Dans la Luftwaffe, elles manipulaient également les systèmes antiaériens. Et il y avait également un petit nombre de SS Helferinnen qui étaient surtout chargés de la surveillance dans les camps de concentration. Bien entendu, je vous rassure, il y avait aussi des femmes allemandes qui étaient infirmières. Dans l'Italie fasciste de Mussolini, les droits de la femme sont à peu près proches de zéro. Et elles étaient surtout considérées comme des machines à bébé. Alors, je sais pas si c'était un plan pour créer des soldats, mais c'est pas très rapide comme méthode, sauf s'ils comptaient conquérir l'Europe avec une armée de bébés. Mais les femmes italiennes pouvaient rejoindre le service auxiliaire féminin, où elles pouvaient travailler dans les bureaux, des hôpitaux ou la propagande. Pour finir, on va parler du Japon. Voilà. Là, vous avez une photo avec des infirmières, mais je vais y revenir. Le sort des femmes au Japon, qui est le plus connu pendant la Seconde Guerre mondiale, reste les maisons de confort. Ce sont des maisons de prostitution à destination des soldats de l'armée impériale où des femmes ont été forcées de se prostituer. Elles venaient surtout de territoires occupés par le Japon, comme la Corée ou la Chine, mais il y avait aussi des japonaises dans le tas. Donc vous vous en doutez bien, pas de branche féminine dans l'armée impériale. Ceci dit, ils avaient quand même des infirmières militaires.
Là, sur la photo de ces infirmières-là, on pourra remarquer que la tenue est très différente des européennes ou des américaines. C'est vraiment une autre culture. Mais vous aurez pu remarquer que des infirmières, il y en a vraiment partout, partout. Donc c'est pas vraiment étonnant que dès qu'on dit femme et armée, on pense tout de suite à infirmière. Alors j'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui, même si je me suis surtout contentée de survoler le sujet, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Hein. Et pour le prochain événement de Reconstitue, la dernière chose à retenir, c'est que je suis pas infirmière. Merci de m'avoir écouté, et si vous voulez venir discuter avec moi sur mon stand, ce sera avec plaisir, et je vous invite aussi à découvrir ma chaîne YouTube, et justement, comme on dit sur YouTube, abonnez-vous et mettez la cloche. Merci beaucoup, on peut l'applaudir bien fort, c'était Estelle pour vous. Alors, vous en avez pensé quoi ? Laissez-moi vos avis en commentaire, et si vous avez des histoires incroyables de femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez aussi les partager, je me ferai un plaisir de lire tout ça.